Ok, Ouais, allons-y. donc bienvenue à tous pour notre donc, quatrième conférence du Cercle Leadership et Networking de Télécom Paris Alumni. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir cette fois-ci Philippe Bloch, donc, qui va faire une conférence de 45 minutes avec des questions-réponses à la fin de la conférence. Donc Philippe, bon, on va faire une petite présentation, mais avant, on va rappeler quelques modalités, enfin quelques modalités sur la conférence et un petit rappel sur le cercle. Donc, juste pour en quelques mots, le cercle Leadership Networking, avec Bruno Poisson, donc on l'a créé il y a 6 mois. On a déjà fait 3 conférences l'année dernière, avec une conférence de Jérôme Valu, une conférence de Nicolas Demassieux et la dernière, une conférence de Arnaud Marion. Donc, c'est un cycle de conférences qui nous permettent d'inviter des leaders et qui nous permettent de discuter sur des sujets divers concernant la société, les entreprises, les managers, l'entrepreneuriat, les modèles économiques, et les technologies également. Et puis, l'autre objectif, alors c'est un petit peu plus difficile en ce moment, c'est de faire du networking, hein. Donc, il y a la conférence où on va dire il y a le savoir, le partage du savoir, et puis le networking qu'on refera, j'espère, bientôt en présentiel. Là, on va le faire dans des salles après la conférence, qui nous permettent de faire connaissance, d'apprendre à se connaître et pourquoi pas de devenir, de créer des liens. Donc voilà, donc c'est la 4e conférence aujourd'hui. Bruno, est-ce que tu veux dire quelques mots sur le Oui, déroulement de la conférence? bien sûr, merci. Merci Sylvain. Désolé de ne pas pouvoir mettre ma vidéo. Aujourd'hui, il y a un problème de compatibilité avec la dernière version Zoom et mon PC. Voilà, c'est les malheurs de la technique. Donc, 1 heure de conférence avec Philippe ce soir. Un grand merci Philippe de nous accorder ce temps ensemble, environ 45 minutes de conférence. Et puis, on garde du temps pour les questions-réponses. On fera suivre cette conférence d'un événement de networking. Donc, on se retrouvera sur une autre conférence Zoom dans laquelle on se retrouvera dans les petits salons de 6 à 8 personnes en fonction du nombre qu'on est, et on fera du speed networking pendant 10 minutes. L'idée de ces sessions de networking, c'est que chacun pitch pendant 1 minute pour se présenter. Et puis, quand on a fini le tour de table, on échange, voilà, jusqu'à repartir sur une autre session. Vous verrez en bas de l'écran, si vous êtes habitué à Zoom, il y a une icône. Alors, si vous êtes en anglais, c'est Q&A, et si c'est en français, ça doit être Q et R, questions-réponses, vous permettant de poser des questions à Philippe, et Sylvain et moi ferons les modérateurs pour les adresser à Philippe à la fin de sa conférence. Voilà. Bien, à toi, Sylvain, ou à Philippe? Alors, je vais faire une introduction très rapide de Philippe. Moi, j'ai eu la chance, enfin, j'ai connu Philippe en fait la première fois en 2013 quand il passait à la télévision sur BFM Business. Je crois que c'était 2012-2013. Et c'est à cette occasion que moi j'ai découvert son livre « Ne me dites plus jamais bon courage », que j'ai adoré, que j'ai dévoré, et qui me sert d'ailleurs, pour vous dire la vérité, de lexique anti-déprime. Je le lis pratiquement une fois par an. Et donc, je suis devenu fan à cette époque. Bien sûr, j'achète tous les livres qu'il a pu sortir depuis. Voilà, et j'adore sa manière de voir le monde, son pragmatisme, son optimisme, et également sa capacité à benchmarker la culture française et la culture américaine. Donc voilà, donc je suis ravi, Philippe, de t'accueillir dans ce cercle, et je te laisse donc la parole pour 45 minutes. Merci Sylvain, merci à tous et bonsoir. Je ne sais pas si vous me voyez bien, moi je vais peut-être changer mon écran pour hop, comme ça. Voilà, comme ça je vous revois. Oui, merci à tous les deux, puis merci à tous ceux qui nous rejoignent. Tu n'as pas fait allusion, Sylvain, quand même au titre de la soirée que tu as choisi, qui mérite quand même quelques explications, si tu me les autorises tout de suite, puisque ce qui a quand même aussi justifié, je pense, cette rencontre maintenant, c'est notamment l'actualité, entre guillemets, de mon dernier bouquin, et par rapport à ce contexte très particulier qu'on vit tous, parce qu'il ne vous a pas échappé que
on vit quand même une année exceptionnelle. Effectivement, le titre du livre, enfin, du coup, je vais peut-être démarrer, si vous m'y autorisez, en recontextualisant un petit peu ce livre aussi, et surtout, c'est forcément… on ne peut plus aujourd'hui parler de quoi que ce soit sans le remettre dans le contexte exceptionnel qu'on vit, en fait. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il nous est arrivé, rappelez-vous, il y a maintenant un peu plus d'un an et quelques jours, un événement exceptionnel, c'est-à-dire que la vie s'est arrêtée, on a été contraints à devenir des Japonais en 24 heures, ce qui n'était jamais arrivé, ça m'a fasciné d'ailleurs. C'est-à-dire le fait qu'on ait réussi à faire devenir les Français aussi disciplinés que des Japonais en 24 heures est une prouesse exceptionnelle qui restera quand même probablement l'un des grands succès de Macron en mars 2015. Et il se trouve que moi, après avoir passé évidemment quelques heures et quelques journées même d'ailleurs, je le concède volontiers, à rattraper mon retard sur Netflix de séries à la con, je me suis vite aperçu qu'il y a peut-être une autre façon d'utiliser mon temps pendant cette période. Et comme j'étais coincé, que j'aime bien écrire et que j'ai écrit ces 7 ou 8 bouquins avant, en fait, il y a un truc qui m'a frappé, c'est qu'en fait, je me souviens que 24 heures après, c'était le dimanche, après le samedi où Macron nous a dit fermez tout, j'ai publié un post sur LinkedIn qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs en termes de nombre de vues, qui s'appelait en fait effet papillon, effet domino. Et en fait, cet effet papillon de ce qu'on ne saura jamais, d'ailleurs c'est un pangolin ou autre chose, une chauve-souris qui a déclenché ce bordel mondial et qui a eu des effets papillons immédiats. Et intuitivement, moi j'ai senti tout de suite qu'il se passait un truc incroyable. Qu'aujourd'hui je qualifie comme le vrai début du 21e siècle en fait. C'est-à-dire qu'on pensait tous qu'il a démarré il y a 20 ans, ben pas du tout. Je crois qu'il a véritablement démarré en fait dans cette petite ville chinoise de 11 millions d'habitants qui est Wuhan, dont on aurait sans doute préféré ne jamais connaître l'existence pour être tout à fait sincère. Et en fait ce qui est drôle c'est que je pense que c'est un formidable reset et le véritable début du 20e siècle, du 21e siècle, avec finalement des effets très proches et étonnamment proches d'ailleurs du début du 20e, quand on pense à notamment la Première Guerre mondiale, quand on pense à ce qui s'est passé dans les années 20 et cette espèce d'année folle que certains nous annoncent aujourd'hui comme une reprise possible, explosive de l'économie quand les énergies vont se libérer et que la crise sanitaire nous permettra de retrouver de la liberté. Et du coup, c'est vrai que j'ai écrit ce bouquin très vite, puisqu'en fait, d'une manière extrêmement prétentieuse, je le conçois volontiers, puisqu'on était encore en plein début de tout ce qui nous tombait sur la tête. Mais très vite, en fait, j'ai senti, je veux dire, j'ai compris, j'ai rien compris, mais j'ai senti que c'était une mutation profonde, mais qui allait nous obliger à faire des choix. C'est-à-dire que effectivement, j'aurais pu écrire ce bouquin, j'aurais pu l'intituler « Ce sera pire après ». Ça n'aurait pas été très vendeur. Encore que, toi qui es un optimiste acharné et qui aime les bouquins sur l'optimisme, je pense que ça m'aurait fait peut-être ça aurait eu du succès. Parce que sachez, chers amis qui nous entendez, que les gens adorent les mauvaises nouvelles. Pour une raison simple, c'est qu'elles circulent beaucoup plus vite que les bonnes et qu'elles nous rassurent sur nos propres sorts. C'est-à-dire qu'on adore que les gens soient malheureux parce que nous, on ne va pas si mal, en fait. Et quelque part, j'ai quand même préféré dire « ce sera mieux après », mais j'ai ajouté cette audace, sauf si on est trop con, parce que je crois sincèrement, le bouquin, il est construit autour de quelque chose versus quelque chose d'autre. Parce qu'au fond, je me suis aperçu qu'on avait lancé plein de sujets pendant ces quelques mois qui viennent de s'écouler, dont beaucoup vont trouver des réponses compliquées, voire complexes. Et en fait, je parle de complexité d'ailleurs parce que j'aime bien une expression américaine qui est, je pense que vous connaissez peut-être cette expression les uns les autres, que d'ailleurs les Américains utilisent beaucoup pour définir le siècle dans lequel nous sommes rentrés, mais ils l'ont fait déjà il y a quelques années, c'était notamment avec la première… C'était en fait à partir du 11 septembre d'ailleurs, que l'armée américaine a défini ce siècle comme celui du VUCA, pour volatilité, uncertainty, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté, qui est un terme qu'on utilise de plus en plus dans les boîtes, et qui est en fait une formidable description de cette époque, puisque la volatilité, elle est partout. Regardez l'explosion des bourses, alors qu'on nous annonce des faillites en cascade, du chômage persistant, etc. On ne comprend strictement rien. De l'incertitude, c'est même pas la peine d'en parler. Il n'y a pas l'un d'entre nous qui nous écoute ce soir qui saura s'il pourra sortir au-delà de 19h dans 3 jours, s'il peut passer le week-end de Pâques chez lui ou ailleurs, etc. Aucune capacité à faire des projets, ce qui est extrêmement anxiogène et qui est important à prendre en compte parce que du coup, dans l'environnement psychologique de nos clients, de nos managers, de nos collaborateurs, c'est un élément très, très important à prendre en compte. Complexité, la complexité, c'est quoi? C'est de la complication avec de l'incertitude. Donc, avant, c'était compliqué, maintenant, c'est complexe parce que c'est incertain. Et puis de l'ambiguïté, et là, c'est peut-être la bonne nouvelle de notre soirée, si vous me l'autorisez, c'est que l'ambiguïté, l'avantage, c'est que quand les choses sont ambiguës, le sort des choses dépend du regard qu'on porte sur elles. Et quelque part, le regard qu'on va porter sur cette crise, que moi, j'appelle pas crise, d'ailleurs, pour être sincère, j'utilise… Alors, évidemment, il y a une crise sanitaire. C'est pas une guerre. Je pense que l'idée d'avoir une guerre contre un élément invisible, c'est une mauvaise idée. En revanche, dans le livre, je cite un philosophe qui explique que le bon mot approprié à ses yeux, en tout cas pour décrire cet événement, cette pandémie, c'est catastrophe. Au sens grec, j'ignorais, je ne suis pas beaucoup de culture grecque, mais le mot catastrophe vient du grec strépho, qui veut dire tourner,
et qui voudrait dire qu'en fait, il n'y aura pas de retour en arrière. Et moi, ça, c'est ma conviction absolue, au point où je n'arrête pas de répéter, lorsqu'on m'interroge sur ce dernier bouquin, que je pense qu'il y a des plaques tectoniques, on sait qu'il y a des plaques tectoniques sous terre, et lorsqu'elles se recouvrent, ça crée des tremblements de terre. Ben moi, je pense qu'elles sont en train de bouger. Elles sont en train de bouger sur à peu près tous les sujets qui font nos vies personnelles, professionnelles, et qu'effectivement, ces moments, regardez cette façon que vous avez eue de créer ce lien en ce moment entre vous, à travers la technologie, etc., qui a totalement bouleversé le monde, et vous en êtes pour beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, avec les études que vous avez faites, probablement à l'origine, notamment, compte tenu de la qualité de l'esprit français sur tous ces sujets-là. Mais effectivement, on vit un moment très particulier, on vit un siècle sans boussole, en fait. Alors, il y a un brouillard absolument incroyable. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de mur en face. Ça, c'est plutôt important et intéressant de le rappeler. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de destruction d'actifs et il y a beaucoup d'incertitudes et de brouillard, mais globalement, on sait que ça peut reprendre vite, mais on a perdu toutes nos boussoles. Je relisais, j'ai ressorti le texte tout à l'heure pour vous le relire parce que je le trouve intéressant. C'est un texte qui est assez ancien, en fait, mais je trouve qu'il n'a jamais eu autant d'actualité, d'un type que j'ai adoré lire, qui s'appelle Hervé Seriex, qui dans les années 80-90 a fait beaucoup de conférences sur le management. Et il écrivait qu'on était rentré dans un siècle sans boussole, en disant qu'on a perdu la maîtrise du réel avec l'irruption du virtuel, on a perdu la maîtrise du local avec l'omnipotence du mondial et ses effets papillons que j'évoquais à l'instant, on a perdu la maîtrise du temps long avec le poids croissant de l'immédiat, on a perdu le sens du collectif avec les prééminences du chacun pour soi, et la maîtrise du sens avec le brouillard et l'incertitude. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, cette crise, elle révèle beaucoup de choses, à mon avis, tant au plan sociétal qu'au plan business. Moi, une des choses qui m'a le plus inquiété, qui m'inquiète le plus dans cet événement, c'est notre rapport au risque et notre aptitude à continuer à innover et à prendre des risques parce qu'on s'est enfermé dans une forme de peur absolument incroyable. Parce que lorsque j'évoquais tout à l'heure, en fait, le fait qu'on soit devenu japonais en 24 heures, c'est pas du tout qu'on est devenu japonais en 24 heures, c'est qu'on est mort de trouille. Et qu'en fait, c'est par la peur qu'on est managé en gros depuis 1 an. On l'accepte plus ou moins facilement, les entrepreneurs de plus en plus difficilement d'ailleurs. D'ailleurs, je suis extrêmement frappé de voir les réactions extrêmement différentes. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir d'ailleurs la façon dont les différents pays et leur culture, notamment entrepreneuriale, ont géré cette crise. Je cite dans le bouquin un concept que je ne connaissais pas. On connaît les dilemmes, mais je ne connaissais pas les trilemmes. Et le trilemme, à l'évidence, c'est de relier 3 points de manière impossible. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que les dirigeants politiques de tous les pays qui ont été confrontés à cette crise ont eu des choix à faire en matière de santé, de sécurité et de liberté, en fait. Et il n'y avait que 2 qui pouvaient remporter l'adhésion ou la majorité des 2. Et quand on regarde l'Amérique, elle a très clairement privilégié la liberté et l'économie au détriment au début de la santé des Américains avec Donald Trump. Quand on pense effectivement à des pays qui sont plutôt, on va dire, des dictatures capitalistes, comme éventuellement la Chine, elles ont très clairement privilégié effectivement la santé et l'économie au détriment absolu des libertés. Nous, on a choisi, comme toujours, une espèce de in-between, en fait, où on a globalement à peu près préservé nos libertés, parce qu'on pouvait faire à peu près n'importe quoi avec nos attestations pour sortir quand même, et on a quand même globalement totalement sacrifié l'économie au bénéfice de la santé. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça révèle que notre rapport à la mort a changé, en fait, et qu'on a un rapport à la mort qui est forcément celui de notre génération, en fait, qui est celui d'une génération qui n'avait jamais vécu la mort que les philosophes qualifient d'extraordinaire, même les historiens. Moi, j'ai aussi découvert, parce que du coup, pendant cette période, j'ai beaucoup lu de trucs, et je me suis aperçu, en fait, que j'ignorais que la mort ordinaire et la mort extraordinaire, c'était pas la même chose. Et en fait, c'est un historien, Guillaume Cuchet, que je cite dans le bouquin, qui dit qu'on s'est installé, on est la première, tous autant que nous sommes, génération, finalement, qui n'est pas mort sur le front. Et en fait, on n'a jamais vécu le fait que la mort, tout d'un coup, dans ce que la vie est globalement, heureusement, un assez long fleuve tranquille, sauf maladie personnelle, etc., mais que tout d'un coup, une pandémie à l'échelle mondiale, parce que ce qui s'est passé quand même, c'est que pourquoi est-ce qu'on a été aussi sidéré, l'effet de sidération, il vient que jamais dans l'histoire de l'humanité, 6 milliards d'individus ont vécu la même chose, et les mêmes drames et les mêmes angoisses sur tous les écrans du monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les pays comme les nôtres, hyper protégés, et moi, ma conviction d'entrepreneur, que je répéterai peut-être tout à l'heure, c'est que surprotéger affaiblit et qu'entreprendre a guéri. Et nous sommes dans un pays qui nous surprotège. Et quelque part, j'ai rien contre, heureusement qu'on ait préservé effectivement la santé, peut-être au détriment de nos libertés, en tout cas très clairement au détriment de l'économie. Mais ça a révélé en fait qu'aujourd'hui, les gens se sont installés dans un rapport à la mort qui est de se dire, en fait, on a c'est écrit maintenant, la femme en moyenne meurt à 84 ans et un homme à 79 ans, et toute mort en deçà de cela est absolument inacceptable. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vit dans un pays qui a mis en place le principe de précaution, le seul qu'il a fait au monde dans sa constitution, et qui, à mon avis, n'est pas un souci en soi, sauf que, de la même façon que la peur n'est pas un problème, parce qu'elle nous permet de renforcer nos défenses immunitaires, mais la peur excessive est un problème. Et le précautionnisme excessif est un problème. Et moi, j'observe que
on a un vrai sujet devant nous, et si on parle de management ensemble ce soir, on va devoir être confronté à des choses incroyables. C'est que je lisais la semaine dernière que 40% des Américains, alors qui sont quand même globalement pas forcément les plus pétochards au monde, sur ces sujets-là, appréhendent terriblement le retour au travail. C'est-à-dire qu'il y a 40% des salariés américains qui n'ont pas envie d'y retourner et qui ont tout à fait trouvé une forme de confort et de nouvelles façons de vivre dans le télétravail et qui n'ont pas envie de se resociabiliser. Donc c'est quelque chose qui est intéressant parce que ils ont, alors il y a exactement l'inverse chez la plupart d'entre eux, c'est qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de retourner à la machine à café, déconner, comme nous tous. Hein. Là, on est en train de se parler. Je vous ai demandé tout à l'heure, je t'ai demandé à Sylvain si c'était OK pour que je voie vos visages au moins d'entre vous, pour qu'au moins j'ai une forme d'humanité, autre que simplement d'avoir cet écran face auquel on se retrouve confronté quasiment tous les 4 matins. Et du coup, je pense qu'effectivement, on a des enjeux managériaux très sérieux dans les moments à venir et que quelque part, il ne faut pas oublier que la ligne de partage et la ligne de clivage qui est en train de s'installer, elle pourrait bien s'installer dans des gens qui vont s'engluer dans la peur et le ressentiment et ceux qui vont avoir envie de reconstruire, de réinventer, de donner de l'énergie, de l'avenir. Et ça, c'est un enjeu qui, malgré tout, même si l'économie peut redémarrer très vite, moi, je suis de plus en plus sceptique quand j'entends les économistes me dire qu'on va vivre la plus grosse période de croissance de l'histoire de l'économie du siècle, etc. Ça fait 1 an qu'ils nous disent ça. Ça fait 1 an qu'on continue à détruire des emplois et des jobs et que si vous vous promenez dans les rues de Paris, vous êtes de plus en plus souvent des alloués, etc. Ça ne va pas être si simple que ça. Ça va être un peu compliqué. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que cette catastrophe, si vous en acceptez le terme avec moi ce soir, elle est en train en fait de révéler toute une série de tendances qui existaient déjà. Au premier rang desquelles, c'est évident, la digitalisation de nos vies, personnelles, professionnelles, à travers ce qu'on est en train de vivre, le télétravail, la téléconsultation, l'intelligence artificielle, la 5D, les objets connectés, le cloud, l'ensemble des réseaux sociaux, tout ce qui est en train de bouleverser nos vies avec, je ne sais pas quelle est la réalité de l'intensité, mais ce qu'on lit à peu près partout, c'est qu'on a gagné 5 à 10 ans. On a accéléré de 5 à 10 ans par rapport à ce qu'on pensait qu'il allait arriver. Et quand on voit qu'aujourd'hui, n'importe quel senior va sur Doctolib pour se rencontrer des médecins à distance et faire de la téléconsultation, alors qu'on pense que c'est peut-être dans 15 ans, on s'aperçoit qu'effectivement, ça, c'est un reset absolu et on ne reviendra plus du tout en arrière. Il y a un autre élément qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une crise écologique, mais on n'a jamais autant parlé de décarbonation et de protection de la planète. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'avec cette espèce d'obligation de pause qui nous a été imposée par le confinement et par les politiques, on a retrouvé une forme, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être devant nous une crise de la vitesse et de la mobilité. Et on voit, on en parlait tout à l'heure à l'instant en préparant, enfin en se connectant tous les 4 là, c'est qu'on voit bien que, je rappelais tout à l'heure que pour la première fois tout à l'heure, je suis retourné à prendre un TGV pour aller faire une intervention en physique. Alors certes, j'ai été ravi de voir 50 personnes dans une salle parce que ça alimentait de l'énergie, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être alimenté par personne. Mais le côté me retrouver à 22h à l'Ibis en face de la gare de Carcassonne, me lever à 4h du mat pour prendre le TGV de 6h, ne me manque pas du tout. Et quelque part, à l'évidence, tout ce qu'on a vécu comme apaisement et comme envie peut-être de vivre différemment, je fais partie des gens qui n'ont qu'une envie, c'est de quitter Paris. Je l'avais déjà avant, ça s'est accentué avec cette période. Et je crois sincèrement, c'est drôle parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'ouverture, enfin pas l'ouverture, mais la remise des clés par Altarea, le promoteur du nouveau siège social d'Orange, qui s'appelle Bridge, qui va s'ouvrir à Issy-les-Moulineaux dans 3 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je connais bien la personne qui a été en charge de ce dossier Bridge chez Orange, qui est le nouveau siège social. Ce qui est fascinant, c'est que déjà avant ce confinement, et cette crise, catastrophe, pandémie, quel que soit le nom qu'on lui donne, ils avaient totalement reconçu le rôle de ce siège social par rapport à ce que sont les nouvelles sièges sociaux. Ce n'est pas du tout d'aller y travailler, c'est d'aller y rencontrer des gens, de créer de l'énergie, de retrouver de la créativité, etc. Et pendant cette période d'une année, j'ai lu l'article très passionnant des Échos cette semaine qui expliquait à quel point ils ont à la fois tout remodifié pour évidemment mettre encore plus de techno, mais en même temps, une totale liberté flexible de faire de l'hybridation dans tous les sens. Parce qu'en fait, tout va s'hybrider dans tous les sens. Et en fait, les choses se sont aussi beaucoup accélérées sur le front de la planète, parce que quelque part, on a tous quelque part maintenant eu peur pour la planète, et ce qui était avant l'apanage d'une petite minorité d'entre nous est devenu en fait très majoritaire. Et ça entraîne des enjeux absolument considérables en matière de techno, en matière de tech, en matière de clients. Les clients vont voir des choses de plus en plus utiles, beaucoup moins futiles. Ils vont avoir de la traçabilité, de l'éco-responsabilité. Tout va changer, du local, du bio. Tout ça va modifier les comportements des clients de manière absolument considérable. Il y a aussi, à l'évidence, un truc qui est intéressant et que beaucoup d'entre vous doivent être très sensibles à l'IA et à ces évolutions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec tout ce qui est en train de se passer en termes de technologie, on s'aperçoit que la tech, à mesure qu'elle se démocratise, est en train de devenir une commodité, en fait.
Et quand elles deviennent commodity, il se passe un truc, c'est qu'il n'y a pas que les grands qui en profitent et ça ne devient plus un avantage différenciant. Et ce qui était avant, pendant une période finalement assez courte, finalement, les gros y avaient accès, les autres avaient qu'à se démerder pour y aller. Aujourd'hui, n'importe quel petit commerçant peut devenir une star du web et en fait rentrer dans le numérique de plein pied. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, pour les managers que vous êtes, je vous fais passer une conviction, hein, je ne dis pas que c'est juste, mais je vous fais passer juste une impression et une conviction, c'est que c'est le grand avènement de ce qu'on évoque depuis quelque temps dans les DRH des grands groupes, c'est pas le retour, c'est l'avènement des soft skills. En clair, on n'arrête pas de dire que les compétences techniques, les hard skills, indispensables, quand on ne les a pas, on est hors course. En revanche, elles ne font plus la différence. Et quelque part, on voit bien d'ailleurs que le grand sujet du moment dans les DRH, c'est qu'on s'aperçoit que pour être un bon manager, ce n'est pas un bon technicien. C'est un gars d'abord qui va être capable d'accorder sa confiance, parce que télétravail veut dire confiance. Cauchemar absolu. Je vous rappelle quand même un truc majeur. La France est le pays qui a le moins confiance dans le reste du monde, enfin, et dans le reste des Français. C'est-à-dire que quand on fait un sondage qui est fait chaque année hein, pour beaucoup de monde dans plusieurs pays et qu'on dit est-ce que naturellement, il y a une question que j'adore à la fin, c'est est-ce que vous faites naturellement confiance aux autres ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux se méfier de tout le monde? Sylvain, je vais te dire un truc. Les Français, année après année, ont la même réponse. À 80%, ils disent moi, je me méfie de tout le monde. Intéressant. Quand on sait que le Français n'est pas heureux, c'est qu'on a une très faible aptitude au bonheur. Quand on demande aux autres sondages passionnants et déprimants, quand on dit aux gens autre sondage mondial, est-ce que vous êtes heureux de vivre dans le monde où vous vivez, dans le pays où vous vivez? Nous sommes 28e sur l'échelle du bonheur. Quand on connaît la France, quand on s'est baladé au mois de juillet dernier parce qu'on ne pouvait pas partir en Thaïlande, aux États-Unis ou aux Bermudes, on s'est dit, mais putain, quel beau pays. Et pourtant, on n'est que 28e à avoir… Et en plus, celui qui fait le plus pour que les boîtes s'en sortent sans trop de casse, alors avec l'argent imaginaire emprunté à nos futurs enfants, donc on s'en fout, etc. Et c'est open bar, mais globalement, on est quand même un pays absolument incroyable qui n'est pas heureux, et souvent qui n'est pas heureux ensemble d'ailleurs. C'est intéressant, parce qu'on n'est pas malheureux. Le bouquin, je ne sais pas si tu as lu, parce que tu évoquais mes bouquins, le bouquin de tout le monde, je vais bien, tout va mal, je vais bien. C'est un bouquin qui dit, en gros, la France, elle est bizarre, parce qu'elle n'est pas malheureuse, mais les Français, ils ne sont pas malheureux, mais ils sont malheureux ensemble. Et c'est assez étrange, parce que du coup, il est en train de se passer un truc, c'est que, là, je reparlais de la confiance et les soft skills, je vais revenir dessus, c'est que la confiance n'est pas une qualité française, c'est pas une qualité managériale française qui est convaincu le management que le contrôle rapporte plus que la confiance, alors qu'on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse. Et quelque part, ça c'est un soft skill, mais c'est aussi l'intelligence émotionnelle, c'est la bienveillance, c'est la curiosité, c'est la capacité à faire bosser des gens ensemble. Tout ça, c'est des soft skills qui vont profondément modifier, puisque vous êtes sur un cercle de leadership. Les leaders demain, là-dessus vous pouvez me faire confiance, c'est pas ceux qui auront la meilleure technique. C'est ceux qui auront la meilleure capacité charismatique à incarner quelque chose. Parce qu'en fait, si je peux me permettre aussi la différence, en tout cas là aussi à mes yeux, entre un manager et un leader, c'est quoi l'un et l'autre? Un manager, c'est juste quelqu'un qui est chargé par son patron avec des moyens déterminés de faire réussir une équipe pour rapport à un objectif déterminé à réussir. Bon. La vraie différence entre le leader, c'est que le manager tient sa légitimité de son patron qui lui a donné cette mission. Le leader, il tient sa légitimité de son équipe qui lui reconnaît tous les soft skills que je viens d'évoquer. C'est-à-dire le charisme, l'envie d'y aller, la raison de se lever chaque matin. Et ça, j'insiste aussi là-dessus. La deuxième grande tendance aujourd'hui dans les boîtes, et ça, c'est la grande nouveauté post-Covid versus pré-Covid, c'est que vous observerez sans doute que tout le monde n'a qu'un mot en tête, c'est la quête de sens. Depuis que Simon Sinek a écrit ce bouquin, il se trouve que c'est mon voisin de palier à New York, Simon Sinek en plus. Et il a écrit ce bouquin Why, 3 lettres qui l'ont rendu millionnaire, comme s'il y avait une révolution là-dessus, de se dire pourquoi je me lève le matin. Bon, avant, c'était un truc de millennials, vous savez, la génération, la Gen Z. Maintenant, chacun d'entre nous, pendant ces quelques mois de réflexion, s'est dit, mais au fond, moi, je me lève pourquoi le matin? Est-ce que je m'éclate dans ma boîte à la Défense sur un plateau à faire un job qui finalement, après 2 heures de trajet est-ouest parisien, est-ce que c'est ça ma vie? On ne se posait pas ces questions. Là, on est en train de se les poser. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque tout un pays, tout un continent ou tout un monde se pose ces questions, il ne faut pas me dire que ça ne change pas le monde et qu'il n'y a pas des plaques tectoniques qui bougent dans les choix qu'on va faire, dans les choix collectifs, les choix individuels qu'on va faire. Et il faut le faire aussi parce qu'il ne faut pas oublier que de plus en plus quand même, on s'aperçoit que, et moi c'est de mon inquiétude notamment par rapport à ce que j'évoquais sur le fait que les gens n'ont pas envie de se resociabiliser pour certains d'entre eux. Je ne sais pas si tu le sais Sylvain, mais les seuls business qui cartonnent en ce moment à part la bouffe et la pâtisserie, c'est en fait tout ce qui touche autour de mon cocon, ma famille, mon jardin, ma piscine, ma maison, ma santé, ma sécurité.
Et ça, c'est génial si tu es dans le jardinage et le bricolage, mais si tu es dans un autre business, tu dois un peu t'inquiéter parce qu'il va y avoir une espèce de problème de faire ressortir chez certains l'envie de se sociabiliser, le fait qu'on ait parlé de distanciation sociale qui était une erreur stratégique majeure. On aurait dû parler de distanciation physique, ça aurait un petit peu atténué un petit peu l'éloignement. Mais globalement, il est en train donc de se passer beaucoup de choses. Donc ça, pour moi, ce sont les facteurs dans lesquels on ne peut pas imaginer le monde de demain sans en tenir compte. Et quelque part, je pense que plus que jamais, en fait, ça valide une conviction que j'ai toujours eue, mais que je raccourcis dans le temps. De la même façon, je disais qu'on a gagné 5 à 10 ans d'accélération digitale. Moi, ça fait longtemps dans mes bouquins, dans Startup Academy, c'était une forme de plongée dans l'univers des startups pour l'expliquer en fait à l'ancienne économie, pour faire comprendre les codes des startupeurs à l'ancienne économie. Et moi, ça fait longtemps que je considère que plus aucune entreprise ne peut décemment affirmer qu'elle fera le même métier dans 5 ans. Je disais dans 5 ans, maintenant je dis dans 2 ans. De la même façon, dans le même environnement concurrentiel, avec les mêmes technologies face aux mêmes clients, en fait. Et ça, c'est une rupture absolument incroyable qui nous oblige, en fait, à être plus Steve Jobs que des innovateurs incrémenteurs. C'est-à-dire, je m'explique. Pour moi, il y a 2 façons d'innover. Il y a l'innovation, enfin, pas pour moi, pour tout le monde, l'innovation incrémentale. Voilà. On fait tous les matins un peu mieux, un peu plus vite, un peu moins cher que la veille, pour un peu mieux satisfaire, enthousiasmer nos clients. Bon, c'est très bien, c'est obligatoire. Sauf que tout le monde le fait. Et quelque part, ça ne suffit plus à se différencier, en fait. Et quelque part, je pense qu'il faut qu'on fasse ça, c'est obligatoire, parce que si on... Moi, ça fait 30 ans, depuis Service Compris, mon premier bouquin, 500 000 exemplaires, que je dis vendre, c'est se taire. OK, il faut écouter ses clients. Sauf que, quand on demande aux clients ce qu'ils veulent, ils vous disent plus de la même chose, plus vite et moins cher, mais ils ne vous disent jamais autre chose. Et ce que j'aime chez Steve Jobs, c'est que pourquoi il est devenu Steve Jobs, c'est qu'il a foutu ça en l'air et il a dit les gens ne savent jamais ce qu'ils veulent tant qu'on ne leur a pas proposé. Et ce qui a fait qu'en 2007, il crée ce truc-là. Je vous rappelle qu'en 2007, c'était juste à peu près la même gueule que ça, sauf qu'il n'y avait pas de clavier de BlackBerry. C'était la vraie différence, c'est qu'on faisait ce geste pour finalement, qui a changé notre vie, ce geste sur un écran. C'est 1 an après, quand il a mis de l'intelligence et des applications dans là-dedans, qu'il a changé le monde. Et ce qui est marrant, c'est qu'en 2010, BlackBerry et Nokia avaient toujours 60% de part de marché. Sauf qu'aujourd'hui, BlackBerry, on n'en parle plus, et Nokia, les gens le cachent, parce qu'ils ont honte, sauf les vintage, parmi les plus vintage. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on pense à Apple, finalement, ça se résume à un nombre d'aspérités extrêmement limité, en fait. Il y a un problème, Sylvain ? Sylvain, je ne t'entends pas, je ne sais pas s'il y a un problème ou pas. Oui, on a le QNR qui apparemment est désactivé, donc j'essaye de le réactiver, c'est pour ça que j'étais... Je pensais qu'on m'entendait plus, je voulais savoir si tu voulais que je m'arrête ou quoi que ce soit. Non, j'étais juste en discussion avec Isabelle, mais continue, on va résoudre le problème. Je reviens sur Apple. Du coup, je disais sur Apple. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la force d'Apple, après avoir été un disrupteur, en fait, et c'est là l'innovation de rupture prend tout son sens, c'est qu'en fait, ça se réduit en 3-4 mots, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Apple. C'est-à-dire, c'est toujours beau, c'est toujours intuitif, infiniment plus intuitif que d'autres technologies ou d'autres univers, et notamment celui Microsoft qu'on évoquait tout à l'heure. En certains cas, ils ont quand même parfois des leçons à prendre d'Apple en termes d'être idiot-proof, qui est quand même un enjeu absolu d'être idiot-proof quand on est grand public en matière de techno. Ça a très longtemps été un coup d'avance, maintenant un peu moins parce que la techno est essentiellement asiatique et chinoise, et c'est toujours cher. Et ça, c'est vachement intéressant en fait, parce que aujourd'hui, Apple a perdu le leadership en volume du marché de la mobilité, mais il en garde le leadership en valeur. Et je crois que ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, une boîte qui fonctionne, c'est une boîte qui fait de la disruption en permanence, qui améliore en permanence l'existant. Et un manager qui fait ça, parce qu'on avait évoqué l'optimisme, j'aimerais aussi évoquer, je ne sais pas quelle heure il est, on a encore un petit quart d'heure d'échange avant peut-être qu'on passe à des questions, mais j'aimerais partager 3 convictions dans ce contexte que je viens de décrire longuement. Parce que souvent, on peut se dire, au fond, dans cet environnement chaotique, anxiogène, incertain, avec ce bordel de clients qui changent tout le temps, cette technologie qui évolue dans tous les sens, c'est quoi en fait les 2 ou 3 clés potentiellement de différenciation ou de succès? Moi, la première que je vois, puisque je vais rebondir sur ce bouquin que tu as cité tout à l'heure, c'est l'optimisme. La deuxième, c'est l'esprit d'entreprise. La troisième, c'est la customer centricité, l'obsession du client, en fait. Rien de révolutionnaire. L'optimisme, un peu quand même, dans un pays qui est quand même profondément déprimé et chronique et qui n'aime pas son avenir. Tu sais, j'ai écrit ce bouquin, en fait, à la suite de 2 phénomènes. La première, un soir, je m'endors à la télé, un soir tard, c'est souvent que là qu'il y a des choses intéressantes. Un philosophe qui dit un truc qui m'a beaucoup marqué, qui dit « La France n'est pas amoureuse de son présent,
elle est angoissée par son avenir, elle se réfugie dans son passé. Je trouvais que c'était dramatiquement vrai. J'apprends en même temps qu'un sondage explique que les Français sont plus inquiets sur leur avenir que les Irakiens sur le leur et les Afghans. Et je me dis, il y a un problème quand même. Je ne sais pas si tu vas parfois en vacances à Kaboul, Sylvain, mais je peux te dire que je préfère être français et acheter un cannelé à Bordeaux qu'un loukoum à Kaboul, mais eux, ils pètent le feu, nous, on pète de trouille, donc il y a quand même un problème. Et puis un jour, je me trouve à la Défense, dans un ascenseur de la Défense, en train d'aller rencontrer un grand président de grande boîte. Et j'étais dans l'ascenseur et ils se souhaitaient tous mutuellement bon courage en quittant l'ascenseur. Et là, je me suis dit, il y a un bug dans cette boîte, ça ne va pas bien. Et en repartant dans le même ascenseur, bon courage. Je me dis, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont tous? Et l'après-midi, je prenais en fait un avion pour Marseille. À l'époque, on prenait plus l'avion que le train. Et j'étais assis au premier rang, comme on le fait tous, hein, avec Flying Blue, machin. On s'enregistre 30 heures avant. J'étais au premier rang pour me barrer plus vite. Et le steward ferme la porte du cockpit et souhaite bon courage au pilote. Et là, on se dit, putain, merde, il y a un pépin technique. Et j'arrive à Marseille, je prends un taxi, le gars me souhaite bon courage. Je vous raconte ça parce que ça a été un coup pour moi, parce que je me suis dit, mais je n'avais jamais perçu que ce bon courage qu'on vous balance dans la gueule toute la journée est une façon devenue normale en France de se dire bonjour et bonne journée. Et quand on y réfléchit, c'est absolument problématique. Parce que nous sommes là au cœur d'un enjeu majeur du management et du leadership de demain, c'est que les gars, vous devez être des émetteurs de bonnes nouvelles qui donnent envie d'y aller dans l'adversité. Ben ça, c'est un vrai sujet. Mais ce n'est pas en disant bon courage le matin aux gars à la réunion après le café qu'il va les encourager. Parce que je vous rappelle quand même un truc, c'est que le courage est fait pour affronter l'adversité. Donc vous aimez quelqu'un le matin qui part bosser bon courage, c'est Coco, tu vas en chier, il faut quand même l'avoir en tête. Et vous savez que du coup, j'ai fait 12 chapitres de toutes les phrases de notre quotidien qui, sans même qu'on s'en aperçoive, font de nous des gens qui émettent de la contagion émotionnelle négative. Et ça existe, hein, la contagion émotionnelle positive et négative. Vous ne savez peut-être pas que Facebook a voulu le démontrer. Il y a quelques années, ils ont fait un test sans rien dire à personne, de manière aussi peu éthique qu'ils savent l'être, en prenant 700 000 membres de Facebook, dont ils ont modifié les posts des membres sans qu'on s'en aperçoive. Très finement, en bougeant juste le curseur des mots de manière très fine, un peu plus positif ou un peu plus négatif. Eh bien, croyez-moi ou pas, quand on disait « je pars en week-end, il va faire beau », le gars avait même pas repéré qu'il allait rajouter « il va faire beau », l'ensemble de la communauté se réjouissait d'un week-end studieux et sympa. Quand on disait « je pars en week-end avec ma belle-mère », les mecs déprimaient derrière. Donc quelque part, si vous voulez, enfin, il n'y a pas forcément ce degré-là de différenciation, mais la contagion émotionnelle est une réalité. Et c'est vrai que ces phrases françaises, vous savez, cette phrase terrible le lundi matin dans certaines entreprises, ça va toi, la question la plus débile du monde de l'entreprise. Hein. J'espère que vous avez conscience que tout le monde se fout absolument de votre réponse et ne l'écoute absolument pas. Mais quand on vous dit ça va toi le lundi et qu'on dit comme un lundi, c'est moins 20 sur l'objectif. Quand on vous répond, le gars un peu plus vieux, tu sais, moi vivement la retraite, on passe à moins 40. Et quand on dit en gros vivement soir qu'on se couche, on passe à moins 60. Donc, et la boîte ne verra pas la fin de la décennie. Je me souviens d'avoir entendu un gars me dire un jour, dans la boîte où je bossais, c'était encore pire, on avait une tradition que je détestais. Et il m'explique que chaque mercredi, à midi pile, il faisait une fête pour célébrer ce qu'ils appelaient la bascule. Tu vois, Sylvain, la bascule, c'est que tu passes du bon côté de la semaine, tu as fait le plus dur, c'est bientôt le week-end. Ben, je vais te dire, aux leaders et managers que vous êtes, soyez attentifs aux mots qu'on emploie. Tu sais, il y a un chapitre qui est une expression que je déteste, peut-être plus que tout. C'est dans ce pays. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tu parles à des politiques sur les antennes toute la journée, surtout dans l'opposition. C'est jamais en France, dans mon pays, dans notre pays. C'est dans ce pays, qui est quand même globalement dans ce pays de mer dirigé par des abrutis. C'est ça le truc. Mais soyez vigilants, parce que si quelqu'un dans vos équipes dit dans cette boîte, je ne dis pas qu'il pense dans cette boîte de mer dirigée par un crétin, mais ce n'est pas tout à fait loin d'être ça. En gros, ce n'est pas la sienne. Ce n'est pas son projet, ce n'est pas son aventure. Il n'est pas dedans. Il n'y a pas d'engagement. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc les mots sont des vrais indicateurs de plein de choses. Moi, tu sais, j'ai écrit pendant 10 ans une chronique dans le magazine L'Entreprise, qui était un peu l'expansion des PME, qui était une chronique d'entrepreneurs, et je n'avais pas toujours de sujet très innovant. Un jour, j'en avais pas du tout. J'étais dans le TGV, je cherchais un sujet. Et en fait, j'ai été sauvé par le gong, par les deux types qui hurlaient un peu à côté de moi, parce que dès que l'un disait un truc, l'autre répondait « oui, mais le problème, c'est que ». C'est insupportable. C'est les mêmes qui te disent « c'était mieux avant ». Franchement, je vais te dire un truc. C'est une phrase qui m'insupporte. Alors, en ce moment, je reconnais qu'entre nos libertés d'aujourd'hui par rapport à nos libertés d'il y a un an, je prends il y a un an sans aucun problème. Mais avoir l'audace, quand on connaît tout petit peu l'histoire du XXe siècle, c'est moi, quand on me dit c'était mieux avant, j'ai une pile de bouquins ici dans mon bureau, l'histoire du XXe siècle. Et j'invite les gens à se concentrer sur les 50 premières années. Ça calme bien. Je me souviens d'avoir vu un jour un cartoon du New York Times sur ce thème. Et
c'est un couple à moitié nu dans sa grotte et le gars dit à sa femme, tu vois, je comprends pas, on fait du sport, on mange bio, il n'y a pas de diesel et on meurt à 20 ans. Bah oui, Coco, c'est la préhistoire. Il faut quand même savoir qu'un homme français, son espérance de vie en 1720 était autour de 25 ans. Et que je rappelle quand même qu'on a gagné 2 décennies de vie en un siècle. C'était pas mieux avant, c'était juste une connerie de le penser et ça commence à faire croire aux gens qu'ils ont raison. Moi, en tant qu'entrepreneur, je rappelle que j'ai créé notamment plusieurs boîtes, dont une qui s'appelle Columbus Café, qui était une aventure passionnément difficile. Si tu savais le nombre de gens qui auraient pu me faire m'arrêter quand ils me disaient « mais ça ne marchera jamais ». C'est vrai qu'on a mis 10 ans à en baver. C'était génial cette aventure, j'ai adoré l'adversité. Mais qu'est-ce que ça a été dur. Si j'avais écouté ces abrutis, j'allais dire, je n'aime pas les gens toxiques. Et je pense qu'il y a des gens toxiques. Je pense même qu'il faut les éliminer, pour être sincère. Enfin, je ne pense pas physiquement. Hein. Je pense qu'il faut les éliminer de nos environnements personnels à l'évidence et professionnels quand on y parvient. Parce qu'ils sont capables de briser nos rêves. Ce sont les mêmes qui vont te dire on a toujours fait comme ça. Alors ça, c'est merveilleux quand même. En 2021, avec tout ce que vous préparez, les gars de Télécom, les étudiants qui nous préparent un avenir digital et un gars qui te dit c'était mieux avant, il faut le mettre, il faut le soigner ce gars-là parce qu'il y a un vrai problème. Et tu sais, là-dessus, j'aime bien les petites blagounettes qui font passer des messages. Et un jour, j'ai entendu un banquier expliquer cette rigolote histoire de Thanksgiving, qui est une fête familiale intéressante et importante pour les Américains, dans laquelle tu sais que la dinde joue un rôle important, même si elle souffre un peu ce soir-là. Et en fait, c'est une famille qui prépare la dinde. Et la femme dit à son mari, ressors la dinde du four, j'ai pas eu le temps de la terminer, de la préparer. Elle dit, mais qu'est-ce que tu n'as pas fait? Et puis elle commence à couper la partie arrière de la dinde, l'arrière de la dinde, sans qu'ils comprennent pourquoi, ça l'énerve, ils s'engueulent, etc. Il dit, pourquoi tu fais ça? Ça n'a aucun intérêt. Il dit, écoute, je ne sais pas, mais ça c'est une tradition, parce que maman a toujours fait comme ça. Du coup, c'est complètement quitté. On va appeler ta mère parce qu'il faut quand même que je comprenne, sinon elle va m'énerver ta dinde toute la soirée. Donc la fille appelle sa mère et la mère dit à sa fille, mais évidemment chérie, bien je fais la même chose, tu sais, c'est très important, mais est-ce que tu sais pourquoi? Lui dit sa fille, il dit, ben non, je ne sais pas, mais en fait ta grand-mère a toujours fait comme ça. On va appeler la grand-mère. Et la grand-mère dit à sa fille, mais évidemment chérie, tu ne peux pas t'en souvenir, tu étais toute petite à l'époque, on avait un tout petit four, la dinde ne rentrait pas dedans, donc il fallait que je coupe la partie pour la pousser dans la... Elle est conne, je l'avoue humblement, mais elle est efficace. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire on a toujours fait comme ça au moment où les technologies et les façons de faire évoluent à une vitesse considérable. Et puis, mon dernière obsession, je crois que tu la connais. Oui, d'abord, c'est l'expression aussi, j'y pense aussi. Je parlais tout à l'heure de prise de risque. On oublie quand même trop souvent que prendre un risque en anglais se dit take a chance. Et je crois que là aussi, le vocabulaire prend tout son sens. Et il y a un autre de mes combats que je n'ai pas vraiment encore gagné à l'évidence, parce que dès que je suis en public, j'entends ça, mais moi aussi, il m'arrive de le dire, c'est l'espèce d'obsession, de l'usage obsessionnel par les Français de l'adjectif petit, que je ne m'expliquerai jamais. Alors, qui démarre la journée d'un Français qui démarre par un petit déjeuner, on ne peut pas tout changer non plus, je le reconnais volontiers. Tu observeras quand on n'est pas marié, on a une girlfriend en anglais, une petite amie, elle devient une petite ici, on ne sait pas pourquoi, à qui on fait un petit bisou avant de partir et un petit câlin si on a plus de temps. On arrive au bureau et en ce moment, il commence à refaire un peu beau, mais cet hiver, on disait faire un petit café, moi je ne la sens pas la journée. On n'a jamais compris le concept. Et puis tu réponds, en fait, tu as vu mon petit mail hier, tu sais, Sylvain, les 12 pièces jointes et les 450 destinataires, puis tu m'as répondu par un petit SMS, donc c'était bien. Dans les boîtes, j'imagine, où on célèbre la bascule le mercredi à 11h, je pense qu'ils font des petites réunions en petit comité avec le petit chef sur le coup de 10h30. Moi, je me souviens que quand je travaillais chez Columbus, j'avais des baristas. Les baristas, pour les gens, c'est un petit boulot, mais c'est une catastrophe d'appeler les jobs de frontline dans la restauration rapide des petits boulots. Si tu te rappelles, lorsque Macron, en fait, s'est fait allumer parce qu'il a expliqué qu'il suffisait de traverser le boulevard Montparnasse pour trouver un job et que l'ensemble de la profession de la restauration a dit si on arrêtait de parler de petits boulots, on arriverait à embaucher des gens qui seraient fiers de ce job, qui consiste à rendre des gens chaque matin dans un café, ce qui était moi mon ambition chez Columbus, parce que Columbus Café, je l'ai créé sur une idée très simple. Aujourd'hui, c'est 200 magasins, mais à l'époque, c'était sur une ambition qui était de faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. Mais vendre du bonheur, ce n'est pas un petit boulot. C'est-à-dire que là, on donne le fameux sens que j'expliquais tout à l'heure. Moi, j'étais un petit patron, je le reste d'ailleurs. J'étais une PME. Aujourd'hui, je ne sais pas combien, il y a 200 magasins, 2000 personnes, mais je ne la dirige plus. Mais, alors, c'est vrai qu'il y a les grandes vacances en France, mais en même temps, il y a le petit resto qui fait des petits plats aux petits oignons avec un petit vin de pays. Quand tu le signes avec ta carte, on te demande une petite signature. Je vous dis ça parce que je suis sincèrement convaincu, si je boucle sur l'esprit entrepreneurial, que quand on dit petit tout le temps, on réduit ses ambitions. Et moi, je me souviens d'avoir entendu souvent dans les conventions d'entreprise auxquelles j'ai tellement souvent participé, David Douillet qui expliquait, qui était interrogé pour savoir comment il était devenu champion olympique. Et il aimait rappeler qu'il l'avait décidé, en fait. Et que tous ses copains qui voulaient simplement devenir champion du département, ils avaient arrêté le judo très vite.
Parce qu'en fait, le rêve n'était pas assez sexy pour surmonter les obstacles, en fait. Et moi, j'y crois beaucoup. Si tu m'autorises 2 minutes sur Columbus, parce qu'on avait parlé d'esprit d'entreprise, j'ai vu tout à l'heure dans ta présentation de votre cercle que l'esprit d'entreprise et l'entrepreneuriat en fait partie. Je vous parlais de l'aventure Columbus parce que moi, j'ai démarré en 93. J'avais déjà créé une première boîte. Avant, j'avais été éditeur de l'expansion. Et puis, j'ai un bouquin Successful, service compris, 86, donc le Moyen-Âge. Et en 93, je m'emmerdais. C'est-à-dire, je ne découvrais pas le bore-out. Vous connaissez sans doute l'expression de bore-out. Le burn-out, on connaît. Le bore-out, c'est l'ennui au travail. 30% de la population française qui font des jobs qu'ils n'aiment pas, sans reconnaissance, sans sens d'ailleurs aussi. Je commençais à m'ennuyer un peu. Je tombe en 93 sur Columbus Avenue à Manhattan, comme ça vous comprenez pourquoi ça s'appelle Columbus Café, sur un bouclard sympa où il fait bon vivre, où on passe des bons moments avec des bons produits. Je découvre Starbucks, 200 cafés à l'époque, Starbucks, 93, 200 cafés uniquement en Californie. Et ils n'étaient même pas encore sur la côte Est. Et je me dis, waouh, il y a une révolution culturelle, sociétale qui est en train de s'installer. On va réinventer des lieux de vie autour du café en se basant sur l'Italie avec le marketing américain. Je rentre à Paris, je retrouvais mon ami et associé de l'époque, qui n'est plus ni mon ami ni mon associé, à qui j'explique qu'on va créer la première chaîne française d'espresso bar, qu'on va l'appeler Columbus Café. 1 an après, on ouvre Columbus, sur cette idée très simple, faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. 1 an d'excitation et 1 an de drame. Au bout de 2 magasins, un à Paris, l'autre à Lille, flop total. Je deviens non plus Chief Executive Officer, mais Chief Problem Solver. C'est un autre job qui est celui du management. Vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est votre job de régler les problèmes, les mecs, et vous, mesdames. C'est votre job. Et pour ça, ça suppose une vraie qualité d'entrepreneur ou d'intrapreneur, si vous êtes effectivement des salariés dirigeants salariés, non pas des entrepreneurs. On s'est trompé sur 3 choses. La première, elle est intéressante parce qu'en matière d'innovation, c'est un élément majeur. La clé de l'innovation, c'est le timing. Trop tôt, c'est trop tôt. Trop tard, c'est trop tard. Une bonne idée trop tôt n'est pas une bonne idée. Et là, c'était très tôt. 94, expliquer aux gens qu'on allait et ça me fascine quand je me promène dans n'importe quel aéroport et que je vois que 100% des gens ont un café latte entre les mains le matin et qu'on m'a expliqué pendant 10 ans que jamais les Français ne se promèneraient avec un café entre les mains. On n'écoutez jamais ceux qui vous expliquent que ça ne marchera jamais. Donc, trop tôt, c'est trop tôt. La deuxième, vous le savez, si vous êtes dans le retail ou dans le commerce, l'emplacement, c'est la clé. On était à Euralille dans un terrible centre commercial qui n'a jamais bien marché, et à Paris dans une sublime galerie qui s'appelait le Passage des Princes, mais où ne passait jamais personne, donc c'était pas terrible. Et puis le troisième élément, c'est que les gros sont lents. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin Startup Academy, c'est que moi je pensais que les gros acteurs du marché, les Paul Le Boulanger, tous ces gens-là iraient sur ce marché 10 ans avant qu'ils comprennent cette révolution. Donc il faut être rapide, mais il faut être au bon moment. Et quelque part, ce qu'a révélé pour moi cette aventure et comment on s'en est sorti, c'est d'ailleurs parce que le rêve était intact. C'est-à-dire cette ambition d'en faire la première chaîne française d'espresso, ce qu'elle est devenue d'ailleurs. Étonnamment, avec 200 magasins aujourd'hui, même s'il est moins connu que Starbucks, mais dans la France profonde, elle est beaucoup plus installée que Starbucks ne l'est. Et elle gagne de l'argent, alors que Starbucks en perd depuis 13 ans en France, depuis leur arrivée, en fait. Mais surtout, en fait, elle a été construite sur un rêve intact et un projet customer-centrique partagé, en fait. Tout était axé autour de l'enthousiasme de nos clients. Et en fait, j'ai compris 3 trucs, en fait, 4 que je partage avec vous très vite. Le premier, c'est que, pour moi, c'est ça la définition du manager leader. C'est qu'en fait, mais d'entrepreneur, c'est qu'en fait, je ne savais pas que j'étais à ce point capable d'importer des emmerdements et d'exporter de l'enthousiasme. Et ça, c'est un vrai putain de sujet. C'est-à-dire que je pense qu'un manager, c'est fait pour ça. Et un intrapreneur, c'est fait pour ça. C'est votre job de prendre sur vos dos, sur vos épaules, la responsabilité de faciliter la vie des autres. C'est compliqué, mais c'est ça qui fait des leaders. Le deuxième, c'est que j'ai toujours été fasciné que les gens puissent être fatigués en 35 heures. Je vais horrifier la moitié de la population française, mais je pense que c'est impossible d'être techniquement fatigué, sauf dans une mine au fin fond de la Lorraine, en 35 heures. Moi, j'ai bossé 80 heures par semaine pendant toute cette période et probablement 7 jours sur 7 depuis que je bosse. J'ai jamais ressenti de fatigue, enfin rarement, parce que j'ai découvert un truc, c'est que la passion n'a jamais fatigué personne, mais que l'ennui use n'importe qui, en fait. Et je pense qu'on doit déclencher de la passion, en fait, dans nos équipes, la passion d'un rêve partagé, la passion d'une vision, la passion d'une direction qu'on va atteindre ensemble sans vraiment connaître le chemin, parce que je rappelle que dans l'incertitude ambiante, ce qui compte, c'est pas la route, c'est d'avoir une vision partagée qu'on a envie d'atteindre ensemble, même dans l'adversité. Et le troisième truc, c'est que quand on n'a plus d'argent, et croyez-moi, au bout d'un an, on était ruiné, il se passe un truc génial, c'est que l'imagination reprend le pouvoir. Quand on est capable, en fait, de penser autrement, out of the box. Et ça fait une vraie différence. Ça me rappelle toujours mon copain qui était avocat dans une boîte dans le 8e arrondissement avec
avocat, très bel immeuble haussmannien, avec un ascenseur que tout le monde détestait parce que ça prenait 3 plombes. Et les gens ont dit, on n'en peut plus, il faut le changer, sauf que ce n'est pas possible. Et on se dit, mais attends, il n'y a pas un autre regard à porter sur le problème. Et quelqu'un dit, mais attends, il suffit qu'on occupe les gens dans l'ascenseur, ils n'y penseront plus. Out of the box, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé la moquette, on a mis des miroirs. Ça coûte 220 € chez Castorama. Ils ont adoré le nouvel ascenseur parce qu'ils se trouvaient beau l'espace de 5 étages. Donc, quelque part, c'est ça, en fait, l'out of the box. Et nous, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, on a un joli concept, pas de flux, allons vers le flux. Et c'est là que je termine mes messages sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, et notamment le start-upper, il a une grande différence sur les autres, c'est qu'il accepte l'échec. Et ça fait partie du business. Et l'échec, et le start-upper sur l'entrepreneur non start-upper, il échoue et vite. C'est-à-dire fail fast. Ça fait une vraie différence. Il accepte très vite d'échouer, de rebondir, de pivoter, d'avancer. Ce n'est pas un sujet. Moi, l'échec n'est pas un truc non plus accepté facilement en France. Moi, j'ai vécu 2 fois. Quand je suis voir le patron de la FNAC pour dire est-ce qu'on peut mettre des Columbus Café chez la FNAC, ça va nous sauver parce que vous avez le trafic, nous, on a le produit. Jean-Paul Giraud, qui en était le président que j'ai adoré, me dit moi, j'aimerais, je vais vous aider. Je ne devrais pas parce que je sais que vous êtes en mauvaise santé, mais je m'en fous. Il me dit je sais que vous avez fait l'ESSEC. Bon, c'est une bonne école de commerce dans les années 80. Tant mieux pour vous, mais je m'en fous. Ce que j'aime, c'est que vous avez fait l'échec en 1995, me dit-il. Il trouvait ça rigolo, lui, le concept ESSEC-échec. Je ne te cache pas que j'avais moins le sens de l'humour à l'époque. Et il m'explique en fait un truc qui m'a resté marqué toute ma vie, c'est qu'il me dit on n'apprend jamais rien de ses succès. Il m'a ouvert les yeux sur une vraie réalité, c'est que le succès, finalement, d'abord est très temporaire et que finalement, le répéter, ça ne fonctionne pas très, très bien. Et tu sais, moi, je ne m'en cache pas, et je terminerai là-dessus, j'ai perdu ma boîte au bout de 10 ans. Je ne m'en cache pas, c'est public. C'est-à-dire que je n'ai pas été foutu de développer une boîte suffisamment rentable à cause de nos débuts difficiles pour la faire grandir tout seul. Donc, j'ai fait rentrer de l'argent extérieur, sauf que quand on ne valorise pas très bien une boîte au début, on perd un peu sa majorité. Ce qui m'est arrivé, quand on perd sa majorité, on perd le risque, on court le risque de la perdre. Et du coup, j'ai été débarqué de ma propre boîte en 2004. J'en reste actionnaire, même dilué. J'ai beaucoup d'affect avec les nouveaux dirigeants, nouveaux actionnaires. Je suis ravi que la boîte vraiment soit bien développée sans moi. Mais ce qui est marrant, c'est le regard que les gens ont porté sur mon départ qui était perçu comme un échec. Sauf peut-être pour moi, quelque part. Parce qu'au fond, on avait réussi, en fait, avec un rêve partagé, autour de l'enthousiasme de nos clients, à construire un truc pérenne aujourd'hui, ce qui me ravit absolument, même si c'est plus mon aventure à moi. Et ce qui est drôle, c'est que je termine là-dessus, c'est que parce que je vois qu'il faut qu'on prenne des questions, mais j'ai été appelé par le magazine Courrier des cadres. Je ne sais pas si tu connais, Sylvain, ce magazine, qui est fascinant parce que le mot cadre me fascine. Pour ne rien vous cacher, le mot cadre me fascine depuis que j'ai vu qu'une des définitions dans le dictionnaire est une structure rigide qui entoure du vide. Ça m'a beaucoup fait réfléchir à la mission du cadre en France. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ont un magazine, nos amis cadres, que je n'ai jamais eu d'ailleurs, sauf que j'y étais un jour en couverture parce que une rédactrice en chef, 15 jours après que je me sois fait virer, m'a appelé pour me dire voilà Philippe, je vous appelle parce qu'on fait une couverture sur le thème de l'échec, dans 15 jours, on aimerait vous mettre en couverture. Est-ce que ça vous tente? Alors je lui ai expliqué qu'il fallait que j'en parle à mes potes avant de prendre une décision. Lesquels potes m'ont tous dit fais pas ça, tu vas être le roi de la loose. Mais je l'ai fait parce que j'avais cette fierté d'une mission réussie malgré tout dans l'adversité autour d'un rêve. Et je pense que c'est ça, au fond, qui nous définit. C'est que, d'abord, je rebondis sur ma phrase que surprotéger affaibli et qu'entreprendre aguerri, que c'est inimaginable, en fait, l'énergie qu'on trouve dans l'adversité. Et quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas s'en apercevoir, en fait. Et quand on est capable de porter ce regard différent que j'évoquais face à des choses ambiguës et la force de notre mindset, en fait, fait une immense différence. Voilà, j'aurais pu continuer pendant 3 heures, comme tu l'as compris. Je n'ai pas parlé de clients, mais on n'a pas forcément le temps. Mais je préfère terminer là-dessus pour qu'on prenne des questions. Et je vous laisse peut-être sur 2 phrases, du coup, un peu optimistes, si tu m'autorises, 2 citations, tiens. Et après, on prend des questions. Je te dis ça parce que je n'aime pas conclure, donc c'est pour ça que je préfère conclure avec d'autres. Moi, j'ai eu la chance, j'ai été salarié 3 ans dans ma vie, mais avec 2 mecs exceptionnels, 2 personnes exceptionnelles. L'un qui était Jean-Louis Servan-Schreiber, qui était le fondateur de l'Expansion, qui est malheureusement décédé récemment, un grand homme de presse, et Jean Boissonnat, qui était le plus grand rédacteur en chef économique que la France ait jamais porté dans les années 80-90, un peu 2000 aussi. Et l'un et l'autre m'ont beaucoup aidé, appris pendant les 3 années que j'ai bossé avec eux. Il y a plein de phrases qui me sont restées de l'un et l'autre, mais il y en a 2 qui s'appliquent très bien à la période qu'on vit en termes d'anxiété, de non-envie, de difficulté. Celle de Jean-Louis, c'était en fait un jour, il m'a dit, vous savez Philippe, moi je ne nie pas l'adversité, mais je refuse toujours d'y voir une fatalité. Et je trouve que c'est une assez belle phrase, une très belle philosophie de vie en fait. Et je me souviens de Jean Boissonnat qui a dit un jour, je ne sais pas quelle crise c'était, il y a eu tellement de crises depuis 30 ans, il a eu cette phrase qui est tellement adaptée à celle qu'on est en train de traverser. Il disait en fait en économie, quand on craint le pire, on le fabrique, et quand on compte sur le mieux, on y contribue. Donc, s'il y avait un seul message que je pourrais vous faire passer ce soir, si tant est que vous ayez une petite tendance au pessimisme, ce serait peut-être celui-là. Merci beaucoup de votre attention. Merci Philippe, c'était passionnant.
Merci beaucoup. On va donc passer aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à me faire signe ou à nous faire signe avec Bruno si vous souhaitez poser des questions. Je peux activer le micro. Je vais peut-être commencer, moi, par une question. Enfin, j'en ai plein, en fait. C'était dense. Mais globalement, en fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est, toi, cette catastrophe, est-ce que c'est vraiment un mal pour un bien, cette accélération là, de 10 ans est-ce que c'est globalement un mal pour un bien ou c'est plus compliqué que ça? Et puis, est-ce que c'est vraiment… T'as cité, c'est bizarre, tu as cité les Américains qui avaient même peur. Enfin, j'avais l'impression que les Américains se francisent aussi. Mais est-ce que c'est le déclin de la société anglo-saxonne, européenne ou comment tout ça va finir, quoi? J'en sais rien. Déjà, j'en sais rien. Non, il y a une évidence que je n'ai pas citée parce que tellement elle est flippante, c'est que la Chine a gagné. Elle a gagné en nous filant cette saloperie de virus en plus. Donc, c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que l'avenir est définitivement à l'Est et non plus à l'Ouest. L'Amérique, elle a quand même été, dans cette période, extrêmement bouleversée par beaucoup d'événements catastrophiques, qu'il s'agisse de la gestion de la pandémie, au racisme latent, à une société hyper divisée, extrêmement en forte perte d'image, de leadership mondial. Trump a fait un mal à l'Amérique absolument considérable. Il ne s'agit pas de le juger ici ce soir ensemble, mais l'Amérique est un pays que j'adore. Moi, je suis marié avec une Américaine que j'ai connue dans ma copée depuis 30 ans. C'est un pays que j'aime, etc. Mais aujourd'hui, l'Amérique est pas alors, elle a d'excellentes années devant elle. Elle a une telle avance technologique que finalement, elle s'en sortira encore pour de très nombreuses années. Mais l'équilibre du monde est définitivement en train de basculer du côté de l'Asie, à l'évidence. L'Europe a perdu plusieurs guerres, et notamment celle de l'intelligence artificielle. J'en suis absolument désespéré parce que notre formidable RGPD et notre formidable capacité à ne pas vouloir partager nos datas fait qu'on fait fuir nos meilleurs experts aux États-Unis et qui renforce la puissance de l'intelligence artificielle, de l'IA américaine, qui est en fait alimentée par nous tous, 400 millions d'Européens, qui n'arrêtons pas de râler contre trucs et qui donnons toutes nos données à Waze et à tout le monde pour tous les jours pour alimenter l'intelligence artificielle des GAFAM qu'on n'arrête pas de critiquer alors qu'on les alimente tous les 4 matins. Et la raison pour laquelle on n'aura toujours pas aujourd'hui de leader majeur de l'intelligence artificielle en Europe. On a perdu cette guerre. Les Chinois, de l'autre côté, sont alimentés par 1 milliard de types qui, de la même façon, créent une intelligence artificielle phénoménale. Alors qu'il faut bien se rendre compte quand même que la data est au cœur de tout demain. Et notamment, je n'ai pas parlé de business, je n'ai pas parlé de clients, par exemple, mais la grande révolution qu'amène la data aujourd'hui, c'est que elle permet aujourd'hui, de manière absolument incroyable, une personnalisation et une customisation de la relation avec chaque individu qui est phénoménale. Tu sais, il y a une boîte qui me fascine, comme peut-être beaucoup d'entre nous, c'est Netflix. Au-delà de sa capacité de réinvention, déjà 4 fois, une boîte de vendeur de DVD qui ensuite loue le DVD, qui ensuite amène le DVD, enfin le contenu par le streaming, devient le plus grand producteur de l'histoire de l'image, du cinéma, de la télé, de la série, avec 20 milliards de trucs. Mais surtout, moi, ce qui me fascine chez ce mec, dont je vais vraiment lire le bouquin, parce que le bouquin qui vient de sortir de Reed Hastings a l'air absolument passionnant sur son mode de management, qui est en train d'inventer un mode de management absolument fabuleux, complètement différent de tout ce qui s'est jamais fait, en termes de confiance, de faire monter les meilleurs. C'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire dans cette boîte. Mais pourquoi ce mec me fascine, c'est que je vais faire un peu une blagounette là, à nouveau, mais je ne le connais pas, a priori, personnellement. J'ai même du mal à me retenir son nom, de Reed Hastings. Lui, il ne me connaît pas non plus. Et il m'envoie tous les jours ce type d'email pour me dire, écoute, regarde ça, tu vas adorer. Et il se trouve qu'il m'a fait aimer des séries que j'avais jamais regardées. Et je me dis, mais comment ce mec, alors je sais comment, hein, c'est l'IA, comment ce mec, en gros, est à ce point, il m'aime à ce point, il aime à ce point me faire plaisir, alors que c'est là que j'espère qu'elle ne m'écoute pas, parce qu'elle n'est pas loin, que mon épouse, depuis 30 ans, je suis avec elle, elle continue à m'offrir parfois des choses que je n'aime pas. Je lui dis, c'est pas possible que lui me connaisse aussi bien et qu'elle continue à se planter de temps en temps. Le fait donc c'est un peu dingue. Et si tu veux, quelque part, la guerre de l'IA, elle est déclarée. Elle est perdue par l'Europe aujourd'hui, à mon avis, massivement, en fait, parce qu'on est trop dépendant justement de cette espèce de surpuissance des GAFAM qui est bouleversante quand on y réfléchit 2 secondes. Hein. Qu'on mette nos libertés, toutes nos libertés et toute cette data qui va les enrichir. Ce n'est pas l'enrichissement, je m'en fous de l'enrichissement, mais le pouvoir qu'on va leur donner à travers ça, effectivement, cette guerre-là, elle est plus ou moins perdue. Mais effectivement, ta question était très large. Mais à l'évidence, l'Asie et
la puissance montante qui a d'ores et déjà gagné la plupart des guerres importantes. L'Europe a quand même une chance de se repositionner sur beaucoup de choses grâce à cette crise, parce que effectivement, se crée, regarde, pour la première fois, il y a une forme d'Europe de la santé. La santé n'avait jamais été traitée au niveau fédéral européen. C'est en train de se faire avec des couacs, avec des problématiques de virus, de vaccins, de machin. C'est vrai, mais elle existe. Le fait qu'il existe aujourd'hui une préoccupation de la souveraineté numérique de l'Europe, qui est une préoccupation du retour d'une forme d'industrie, qu'on est en train de créer peut-être une Europe ou une Europe de la batterie électrique. Tous ces sujets-là sont pas gagnés parce que, je reviens toujours sur le sauf si on est trop con, beaucoup des issues de l'ensemble de ces sujets, je rappelle, il y a 15 chapitres dans le bouquin, je vous les cite quand même rapidement parce que il y a par exemple décroissance versus une autre croissance. On s'est tous dit c'est affreux, il faut qu'on consomme autrement, mais la décroissance, on s'aperçoit que c'est pas forcément non plus totalement la solution. On a parlé de relocalisation, moi j'adore l'idée, j'adore l'idée, mais quand on va se dire Coco, un PC fabriqué en France, ça vaut 5 000 € maintenant. C'est génial, on est tous pour la relocalisation, les gars. Qu'est-ce que tu vas abandonner dans tes achats versus le 15 000, 1 500 € de ton PC d'avant? Quel sacrifice veux-tu faire? On ne pourra pas gagner 5 000 € pour tout le monde en même temps. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et c'est là que je dis que ce qui est passionnant dans cette période que nous vivons, c'est qu'elle remet en cause tous les aspects. Nos libertés. Nos libertés, en ce moment, il y a un vrai sujet sur nos libertés. On nous en a privé, on a accepté, mais est-ce qu'on va continuer à vouloir donner nos datas pour sauver des vies? Est-ce qu'on veut être pisté? Regarde les problématiques de tracking, etc., de tracing, ce que ça suppose comme le fait, tu sais, on a donné tellement de libertés, on sait que lorsqu'on donne des libertés aux États, ils te les rendent rarement après. C'est assez compliqué. Tu as des vrais enjeux, en fait. Et moi, j'ai aucune idée de ce qui va se passer à la fin, mais ce dont je suis certain, c'est que on a arrêté, tu as observé d'ailleurs que plus personne n'utilise le monde d'après. Ça a été une période, c'était été 2020, le monde d'après. Après, on est retombé dans le deuxième, troisième. Maintenant, c'est deuxième, c'est le nombre de vagues maintenant. C'est pas le monde d'après, c'est le nombre de vagues et on est monde dedans. Donc aujourd'hui, ça, on n'en parle plus, mais pourtant, ça existe vraiment. Moi, je sais qu'il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour en arrière sur la plupart des sujets. Et c'est ça qui est passionnant et excitant. C'est qu'à la fois au plan individuel et collectif, on va contribuer à ce nouveau monde. Pour la première fois, c'est une histoire générationnellement, c'est passionnant. Moi, vraiment, je pense qu'on est en train de vivre ce que le monde a vécu dans les années 20 du siècle précédent. Rappelle-toi, il y avait l'industrie qui apparaissait, là, c'est le numérique. C'est exactement la même chose. On avait un séisme qui était une guerre mondiale, on avait l'arrivée de l'industrie qui a changé le monde, Ford, le taylorisme, etc. Et on a eu des années passionnantes avant une guerre, après. Enfin, tu vois, il y a des parallèles vachement intéressants. Je suis un foutu de te dire, je serais riche ici, mais j'en aurais pas envie de l'être à un pronostic là-dessus. Mais je pense que, en tout cas, j'en garde l'idée que c'est une période absolument passionnante et privilégiée qu'on vit tous ensemble. Et qu'il ne faudrait pas le faire dans trop d'égoïsme et de ressentiment et de solitude et d'enfermement, dans un pays qui est très archipélisé, qu'est la France. On est plutôt une série d'îles qui s'éloignent les unes des autres qu'un pays très uni en ce moment. Merci Philippe pour ta réponse. C'est vrai que la question n'était pas facile. Et la réponse était trop longue. Je suis désolé. Alors, il y a une question, Philippe, posée par Catherine, qui dit « Année 20, année folle, 3 petits points, et montée du nazisme ». Absolument, je viens de dire ça à l'instant, absolument. Ces années fantastiques se sont terminées par un drame absolu dans toute l'Europe. Et aujourd'hui, quand on y réfléchit, ce qu'est l'Europe aujourd'hui avec des Orban aux portes de la Turquie, avec des… C'est pas simple, le monde aujourd'hui, il est loin d'être un long fleuve tranquille. Et le fait, par exemple, qu'on retrouve ici un Biden qui est quand même assez chaud bouillant contre l'Asie, qui réenvenime une relation avec l'Union soviétique, la Russie, enfin, elle n'est plus avec la Russie aujourd'hui. Il y a des enjeux qui sont lourds et rien n'est acquis aujourd'hui. Donc, il faut qu'on soit hyper vigilant. Et on a beau dire que la technologie va nous sauver, ça, ce n'est pas des sujets technologiques, c'est des sujets de valeurs, ce sont des sujets d'alliance internationale. Et quand on voit à quel point, là-dessus aussi, le mal qu'a fait Trump en sortant de toutes les instances internationales et de faire en sorte qu'il n'y a plus beaucoup de coopération internationale dans les crises qu'on vit en ce moment, c'est un sujet de préoccupation qu'il faut qu'on garde en tête. Mais là aussi, on est citoyen, on est électeur, on est citoyen, donc on a du pouvoir. Il ne faut pas l'oublier aussi dans les choix que nous faisons. Donc faisons attention, et on n'a pas parlé des fake news, on n'a pas parlé du complotisme, on n'a pas parlé de QAnon, on n'a pas parlé de l'ensemble des gens qui tentent de déstabiliser la planète à travers les réseaux sociaux en ayant des thèses un peu foutraques. Donc tout ça, on vit un moment où le meilleur et le pire sont également possibles. Mais il va l'être longtemps, je pense.
Pendant longtemps, on va être on the edge, un petit peu sur le bord de beaucoup, beaucoup de choix, d'où je reviens en permanence là-dessus, versus quelque chose d'autre. Là, j'ai bien cassé l'ambiance. Et pourtant, à la fois, il y a une envie, on sent, là moi aussi, j'étais en vadrouille au contact des clients ces deux derniers jours, on sent une appétence pour se voir, créer du lien et vivre comme avant. Il va y avoir plein d'énergie dès qu'on va réussir à sortir, si on réussit à sortir de là où on est aujourd'hui. Ah, mais je n'en doute pas un seul instant. Attends, c'est évident, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Tu sais, moi, je répète, j'arrête pas de le dire, mais à quel point les autres alimentent ton énergie, c'est ce qu'on a tous vécu, qu'on est enfin en train de comprendre. Mais pour le moment, je ne ressens pas, pour le moment, que sur les valeurs, sur l'unité nationale, je n'ai pas le sentiment. Tu veux, sur le côté qu'on va consommer, s'éclater, retourner dans tous les sens, prendre des vacances, retourner sur les vols d'Air France, tout ça, oui. On ira peut-être beaucoup moins dans les croisières. À mon avis, les croisières, ça sera peut-être pas tout de suite, tu vois. Parce qu'il va quand même y avoir un élément pendant très, très, très longtemps de la distanciation et de la préoccupation sanitaire. Il y a quand même un Français sur deux, encore aujourd'hui, qui dit on n'en fera jamais assez et s'il faut confiner tout de suite pendant 6 mois, il faut le faire. Et les seuls 5% qui disent qu'il ne faut surtout pas faire ça, c'est les entrepreneurs qui disent attends, on va s'en sortir, les gars, soyez pas non plus complètement dingos, etc. Puis il y en a d'autres qui disent bon, on va voir où va le vent quand même, globalement. Donc, ce n'est pas gagné sur l'aspect sanitaire. Il y a des gens qui vont être profondément marqués. C'est-à-dire que pendant très, très, très longtemps, il va y avoir du plexiglas, il va y avoir des gestes barrières, il va y avoir des choses qui vont quand même un peu ralentir les choses. Mais il y aura une envie de vivre. Attends, mais c'est évident. Moi, je vais même te dire un truc. Je me suis dit ce matin un truc de dingue. Je ne m'est jamais arrivé. Je me suis dit, bon, on vieillit tous, je ne fais pas assez de sport, je sais que je ne bouffe pas forcément toujours ce que je veux bouffer pour être en bonne santé. Je me suis dit ce matin en me rasant, à mon côté Sarkozy, je me suis dit, il faudrait que je prenne un peu plus soin de moi pour regagner 2 ans de vie de plus que je viens de perdre. C'est un truc de dingue. Non mais attends, c'est un truc de dingue. Moi j'ai perdu une année. J'allais 8 fois par an aux États-Unis parce que c'est mon pays, parce que je m'y ressourçais une semaine pour. Je n'ai rien fait ni vu personne depuis 1 an. Mais c'est une vie abominable. Et je me dis, il faut que je prenne soin de moi pour gagner 2 ans de vie par l'alimentation, le sport, parce que c'est comme ça que ça marche, pour regagner ces 2 ans perdus. Un truc de dingue quand on y réfléchit. Donc, une bonne question à se poser finalement. Non mais je pense que c'est des années perdues que je viens de vivre et j'ai pas envie d'en perdre plus. Et je n'ai qu'une envie, c'est de reprogrammer mon prochain déplacement. Alors effectivement, maintenant je me dis merde, il ne faut pas que je fasse aussi un peu attention à toutes ces carbones que je vais foutre dans les avions. C'est un truc que je n'avais pas avant. Donc, si tu veux, comment vont s'établir les équilibres à partir de là, je ne sais pas. Ce que je peux te dire, c'est que dans ma tête aujourd'hui, il y a des filtres que je n'avais pas avant sur les décisions que je prends, qui ont été modifiés par toute cette réflexion obligatoire qu'on a eue, parce qu'on a passé du temps sur des choses sur lesquelles on ne passait jamais de temps, si tu veux. Donc ça change de choses. Mais je pense qu'effectivement, je souscris évidemment au plaisir d'avoir envie de revivre dans tous les sens, de s'éclater, j'ai qu'une envie, c'est de refaire des fêtes, d'amener des potes, etc. Quoi. Le bistrot parisien, la bavette frite. Ouais, très vite. Très vite. Il y a 4-5 questions là qui sont arrivées. Il y a notamment une question sur la défense de l'environnement. Va-t-il enfin prendre tout son sens? Merci. Ben, je crois, j'ai dit tout à l'heure, ouais, parce qu'on est très, très nombreux à s'en soucier, beaucoup plus qu'avant, en fait. Il y a des mutations qui s'opèrent vraiment chez les gens qu'on n'avait jamais vues, y compris ceux qui étaient les plus réticents. On commence à faire des gestes qui sont tellement évidents pour autant. C'est pas grand-chose, mais les petits gestes là-dessus sont très importants. Non, je pense que de toute façon, on est tous en train d'être rattrapés par ce problème majeur. On voit que là aussi, on est assez limité en moyens et pour autant, il faut aller très vite. Donc oui, non. La vraie nouveauté, c'est qu'avant, il y avait juste une petite nana dans le nord de l'Europe qui venait sensibiliser le reste du monde. Là, maintenant, je pense qu'il s'est passé un vrai truc. Bizarrement, je répète, parce que c'est pas une crise écologique, hein, mais on sait bien qu'on va aller de crise en crise et celle-là est quand même autrement sérieuse aussi. Et donc, je pense que dès qu'on sera sorti de celle-là, toute l'énergie va revenir beaucoup là-dessus. Et regardez les résultats des élections, hein, dans les grandes villes, qu'il s'agisse de Grenoble, de Lyon, de je sais pas quoi, c'est globalement, oui, l'écologie, n'oubliez pas que les électeurs, c'est très représentatif de l'état d'esprit des Français. Or, aujourd'hui, ils sont très axés là-dessus. Regardez le vélo, le boom du vélo, c'est quand même hallucinant. Dans les villes, enfin, il n'y a plus une ville aujourd'hui qui n'est pas convertie X% de sa population au vélo, c'est un truc de dingue. Là aussi, accélération folle d'un truc qui devait sans doute arriver. Mais oui, on y va. Oui, et le sujet du RSE, on le voit de plus en plus. Les entrepreneurs s'en emparent maintenant de façon pleine et entière.
Non, et puis ils sont obligés par la finance. La finance aujourd'hui elle-même est Tout à rattrapée. fait. Les Ouais. grands fonds d'investissement sont Ouais, comme BlackRock. sur leurs critères, les B-World, les B-Company et compagnie. C'est Mhm. pas que du gadget aujourd'hui. Alors, il y a le sujet RSE, il y a le sujet entreprise à mission aussi, qui est un autre sujet, notamment avec Faber récemment, avec Danone, qui va être aussi un sujet intéressant à discuter dans les années qui viennent, parce que c'est un peu la remise en cause de l'entreprise à mission, un peu partout en ce moment dans la presse avec Faber, et en même temps, on lit partout que c'est pas là-dessus qu'il a été démis de ses fonctions. C'est qu'il avait des résultats moins bons que ses petits copains de chez Mondelez et d'autres grands groupes alimentaires. Mais globalement, il y a une tendance profonde de la RSE au sens large, et moi, je continue à croire aux entreprises à mission parce que ce que j'évoquais sur la quête de sens qui est en train d'être partagée, non pas uniquement par les Gen Z, la génération des millennials, quand elle est partagée par tout le monde, globalement, ça veut dire que si on veut garder les bons dans les boîtes, et comme il y a une appétit très grande finalement en ce moment sur la liberté quelque part d'entreprendre, se dire bah, finalement je préfère peut-être gagner un peu moins d'argent, me mettre avec mon jardin à 300 km d'une grande ville, etc. Parce que finalement la vie est trop courte et que j'ai envie de profiter. On a failli mourir. Donc, je crois que le fait d'avoir failli mourir avec 500 000 Français ou que 100 000 Français soient morts, tous, on a connu des gens qui sont morts dans ce Covid. Tous, tous, tous. Quelque part, de vivre différemment. Je pense que là-dessus, effectivement, le fait de garder les gens dans nos entreprises en leur offrant du sens va avoir une grande, grande importance dans les années qui viennent. Alors, il y a une question de Kenny Durand sur les jeunes en France. Alors, les jeunes sont souvent perçus comme pessimistes. Ils ne croient plus, ils n'ont plus confiance dans le système actuel. Comment est-ce qu'on peut convertir leur énergie en un regain d'optimisme et de passion? Pas évident. Alors, je ne sais pas quoi penser par rapport à ce thème, pour être sincère, parce que moi, j'ai du mal à… Enfin, je peux comprendre qu'en ce moment, quand on a 18, 19, 20 ans, 21 ans, qu'on est on est en faire des études, on fait des fêtes, machin, on a tous fait des fêtes quand on était étudiant, etc., qui vivent ça comme un traumatisme. Mais je me dis, cette génération va vivre au minimum 100 ans. 100 ans. Il y a 80 ans devant eux. Il faut peut-être juste qu'on leur rappelle. Tu sais, moi, un des problèmes que j'ai, en fait, dans cette période, c'est que sur les plateaux télé, et moi qui ai fait 15 ans d'émission sur BFM Business, qui est maintenant une émission sur Connect ta boîte, sur BFM TV, machin, j'accepte de critiquer BFM et je le fais volontiers. Pas tellement BFM Business, qui est une antenne positive, que BFM TV, qui est une antenne que je trouve anxiogène. Et je reproche à BFM, en fait, au-delà du fait de répéter en boucle des désastres et des drames mondiaux depuis un an, c'est que depuis un an, ils n'ont reçu que des médecins pour s'engueuler sur les plateaux et jamais un seul historien. J'ai jamais entendu un seul historien nous rappeler les pandémies précédentes, nous dire ce qui s'est passé dans les années 50 quand il y a eu la grippe espagnole dont personne ne parlait sur le journal de 20 heures. Et je pense qu'il faut remettre un peu les choses en perspective par rapport à cette génération. C'est difficile de leur dire que la vie est belle, qu'elle va redevenir belle, etc. Mais je me dis quand même, merde, cette génération, rappelons-leur qu'elle vit une période privilégiée, qu'elle a accès avec cet outil-là à la capacité d'inventer leur vie, de communiquer avec le monde entier, de devenir un média, de s'exprimer, de se rencontrer, de bosser, d'avoir des rêves, de les réaliser. On construit des empires avec un investissement de 12 euros, là où avant, il fallait avoir des moyens dont personne ne disposait. Donc, il faudrait qu'on leur rappelle le bonheur, la chance qu'ils ont de vivre à l'époque où on est. Alors, c'est compliqué pendant ces 12 mois, mais si on remet les choses en perspective, ce qui est le job des historiens, on devrait pouvoir arriver à leur rappeler qu'ils ont devant eux un océan d'opportunités, de réinvention possible. Et d'ailleurs, vous observerez que depuis un an, on ne parle plus des startups. Non pas qu'elles n'existent plus, mais elles n'ont plus d'espace pour communiquer. Parce qu'avant, quand on n'avait rien à raconter, on parlait des startups qui réinventaient le monde. Maintenant, comme on ne parle que de la crise sanitaire, on ne parle plus du vrai business et des nouvelles créations, mais il se crée encore un nombre d'entreprises faramineux. Et aujourd'hui, j'observe que chez ceux qui ont la mentalité d'entrepreneur, elle n'est absolument pas impactée par ça. Ils continuent d'entreprendre, de créer des boîtes comme avant, voire pour certains, j'ai des observations qui montrent que c'est encore même plus qu'avant. Donc, quelque part, je n'ai pas la bonne réponse à cette question que je comprends. Je comprends la détresse des jeunes, des plus jeunes et notamment des étudiants. Mais j'aimerais que quelqu'un se lève pour leur expliquer qu'ils ont 80 ans. C'est comme quand ils ont fait des grèves à cause de la retraite à 65 ans, quoi. Le truc alors qu'ils étaient potentiellement à leur retraite 80 ans plus tard avec l'allongement de la vie qu'ils vont vivre tout au long de leur vie. Il y a un moment, il faut remettre de l'histoire, il faut remettre de la perspective et il faut faire comprendre qu'ils ont quand même une chance exceptionnelle de vivre à l'époque où ils vivent dans un confort qui reste inouï. Je le répète quand même, et si pour ceux d'entre eux qui ont voyagé un peu partout dans le monde et qui ont vécu dans d'autres cultures et dans d'autres facilités ou difficultés, tout reste à construire. Mais je pense qu'on n'a pas encore bien su leur parler ou trouver ceux ou celles qui pourraient leur parler pour le leur dire. Trouvons le moyen, mais c'est important. Mais moi, j'ai toute confiance que dès là que ça va redémarrer, ils vont vite retrouver la pêche, enfin, je pense.
Merci Philippe. Je crois qu'on va arrêter les questions là. Alors, il y a un dernier slide. Tu sais, donc le cercle, c'est aussi les conseils lecture. Oui. Donc, tu vas partager tes conseils lecture que tu as, voilà, tes coups de cœur lecture que tu as eu dernièrement ou dans ta carrière. En fait, c'est pas des conseils. Quand tu m'as demandé ça, je dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver. Non pas que j'ai pas de conseils, mais c'est marrant parce que ces 4 bouquins, en fait, ils illustrent des périodes de ma vie importantes. La première, c'est que lorsque Service Compris, mon premier bouquin est sorti, je ne sais pas si ceux d'entre vous qui connaissent Tom Peters. Tom Peters, c'était pendant 30 ans le pape du management américain, qui a écrit un bouquin, la première fois qu'un bouquin aux États-Unis était un best-seller absolu, dépassant tous les classiques, romans, etc., qui s'appelait In Search of Excellence. Alors, c'est le prix de l'excellence en français. Et Tom Peters a écrit ce bouquin en 85, à l'époque où moi j'écrivais mon bouquin Service Compris. Et en gros, dans Service Compris, il y avait à peu près la même chose, mais que je faisais moi à 26 ans de manière très intuitive. Un bouquin qui, moi, ne s'est vendu modestement qu'à 500 000 exemplaires, mais quand même qui a marqué un peu son époque pendant 25 ou 30 ans aussi. Et les 2 bouquins, en fait, sont nés en parallèle. Moi, j'étais un petit jeune mec qui était… j'étais à l'Expansion à l'époque, j'étais devenu assez rapidement éditeur du magazine, mais j'avais zéro expérience. J'étais un salarié d'une boîte, mais qui avait intuitivement l'envie de rendre les Français souriants et serviables. Et c'est exactement la même chose que ce bouquin. Donc forcément, ce bouquin a marqué ma vie. Donc ce n'est pas des conseils, c'est plutôt des bouquins qui ont marqué ma vie. Et puis après, ce qui est marrant, c'est que le bouquin de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, je ne l'ai jamais lu. Mais ce qui est hallucinant, c'est que j'ai passé ma vie à entendre des gens me dire qu'ils avaient retrouvé dans Service Compris du Dale Carnegie pure souche. Et je n'ai jamais vu ce qu'est dans ce bouquin. Je ne l'ai jamais lu après, mais il y avait intuitivement, là aussi, je m'étais rapproché de ces idées de bienveillance, d'aimer les gens, etc., qui devaient être dans ce bouquin. Et puis, quand tu dis, je te disais tout à l'heure que quand j'ai écrit ce bouquin sur l'optimisme, ne me dites plus jamais mon courage, et que je venais de lire ce livre Objectif Zéro Salcon de cet auteur américain qui a beaucoup fait parler de lui en disant que dans toutes les boîtes, il y a des salcons. Il y a les temps horaires, les temps pleins, les temps partiels, etc. Mais qu'il faut les repérer et s'en occuper parce qu'ils sont capables, si on ne s'en occupe pas, de miner le moral de toute une équipe. Et je pense que ce bouquin mettait en valeur le courage managérial qui est souvent inexistant chez certains d'entre nous pour comprendre qu'un seul homme ou femme dans une équipe peut ruiner l'envie de toute une entreprise d'arriver à ses objectifs. Et je trouve que ce bouquin est intéressant, il a été un peu ambitieux, lui aussi audacieux, il a marqué des esprits. Et puis le dernier, c'est Zappos. Zappos, pour moi, c'est Columbus Café, c'est-à-dire que Zappos, c'est une magnifique expérience d'une entreprise. Il faut le lire parce que sur l'enthousiasme client, comment enthousiasmer ses clients, c'est une espèce de bible. Et c'est en fait un entrepreneur sino-américain qui a écrit Zappos. Zappos, c'est un site de vente de chaussures sur Internet qu'il a vendu une fortune, 1 milliard d'euros, je crois, ou de dollars à Google ou Amazon. C'est Amazon qui a racheté Zappos, me semble-t-il. Et en fait, son bouquin, c'est Delivering Happiness. Il n'a jamais vendu de chaussures, il vendait en fait du bonheur. Et je terminerai avec cette dernière anecdote qui est pour moi un enjeu, puisque je n'ai pas beaucoup parlé de qualité de service ce soir, mais pour moi, le principal obstacle dans les boîtes dans lesquelles sans doute certains d'entre vous bossent, c'est la rivalité entre les valeurs et les process. Je m'explique. Dans la plupart des entreprises, elles affichent le client comme priorité numéro 1 et elles mettent en place des process qui vont exactement à l'encontre du bon sens et qui empêchent de réaliser ton mission. Et ce qui est intéressant, c'est que Zappos, une toute dernière anecdote, a été cité dans le World Business Book des records comme l'entreprise, le centre d'appel qui a eu la plus longue conversation de l'histoire des centres d'appel qui a duré 10 heures. Et en fait, la raison pour laquelle ça a duré 10 heures, c'est qu'ils n'ont pas du tout parlé de chaussures, ils ont parlé de pizza, parce que c'était un garçon qui était pizzaiolo qui faisait ça en plus pour gagner sa vie, et une cliente fan de pizza, ils ont échangé des recettes de pizza pendant 10 heures. Et au lieu d'être viré, le mec a été promu employé du mois parce qu'il avait fait ce qui était le job de l'entreprise à n'importe quel coup en fonction de son bon sens, avec une seule idée, c'est que règle numéro 1, en toutes circonstances, utilisez votre bon sens, et règle numéro 2, relisez la règle numéro 1. Et je pense que ce bouquin l'illustre parfaitement. Donc, ce n'est pas des conseils de lecture, mais ce sont des bouquins où je suis en grand partage avec les messages qu'ils expriment. Super. Merci beaucoup, Philippe. Écoute, Merci. Je sais que tu as une contrainte personnelle, donc merci beaucoup pour cette bouffée d'oxygène. On en a besoin en ce moment. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir pour ton prochain bouquin. Avec grand plaisir. Merci à tous et 1000 excuses de ne pas pouvoir rester avec vous. J'ai une contrainte familiale de santé qui ne me permet pas d'aller au-delà de l'heure qu'on a passée ensemble. J'en suis vraiment désolé. Merci infiniment. Un grand merci.